Merci d'être présent pour ce webinaire de la Fondation Prospective et Innovation. Et nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui vous présenter notre almanach 2021. Vous savez que tous les ans, notre fondation publie une sorte de rassemblement de ces réflexions, de ces discussions, de ces échanges et de ces travaux. Et nous avons donc cette année le bonheur de publier aujourd'hui, c'est aux éditions Ginko, notre Shérif 2021. Pourquoi Shérif? Parce que Shérif, c'est le surnom que l'on donnait, nous les amis et les collaborateurs du ministre René Monory, ancien président du Sénat et fondateur il y a plus de 30 ans de notre fondation d'intérêt public, que René Monory avait fondée avec son ami François Dalle, le président de L'Oréal, pour donner un contenu intellectuel aux travaux qui se développaient sur le futuroscope. Et donc, depuis une quinzaine d'années, j'ai le bonheur de présider cette fondation et nous la développons notamment en produisant un certain nombre de travaux dont l'essentiel est rassemblé dans les éditions annuelles du Shérif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de pouvoir organiser ce webinaire sur l'un des thèmes majeurs du Shérif 2021. En fait, il y a plusieurs sujets très importants. Je vais demander à Serge de Gallet dans quelques instants de nous présenter un peu le contenu de cette édition 2021 du Shérif. Mais je voudrais retenir deux idées centrales qui me paraissent devoir être, je dirais, mériter votre attention. La première idée, c'est une idée géopolitique que nous développons et qui est au fond notre inquiétude sur la situation internationale et la gouvernance mondiale. Nous voyons le multilatéralisme qui recule, nous avions un virus qui se moquait des frontières et nous avons vu des pays qui petit à petit développaient un retour derrière leurs propres frontières. Le multilatéralisme, la gouvernance mondiale a reculé pendant cette pandémie. Alors que dans les crises précédentes, 2008-2010, on avait vu la coopération internationale se renforcer, je pense notamment en 2008 à l'organisation du G20 au niveau des présidents, il y avait là une dynamique. Aujourd'hui, on voit que les tensions se développent, le nationalisme, le retour un peu à chacun chez soi, chacun pour soi. On l'a vu pour les vaccins, on l'a vu aussi pour les tests, on l'a vu pour les masques. Tout ça n'est pas un bon signe de coopération internationale. Et puis aussi, on a découvert qu'il y avait des problèmes de souveraineté, nous y reviendrons, puisque on s'est aperçu, les Français se sont aperçus que tout le paracétamol venait de Chine et que nous n'avions pas le moyen national de guérir nos maux de tête. Et donc, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont apparues dans cette situation internationale qui sont assez décevantes. Et puis, naturellement, il y a ce phénomène dominant aujourd'hui de la guerre froide qui est engagée de manière durable, selon notre analyse, entre la Chine et les États-Unis, où là, on voit bien, on est dans ce qu'on a appelé donc le piège de Thucydide. C'est le numéro 1 qui n'accepte pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1. Dans ce contexte-là, on voit que la situation de la gouvernance mondiale est assez pathologique. Comment essayer de produire une réforme du multilatéralisme, comment essayer de produire un nouvel élan de la coopération internationale. Il y a cependant une lueur d'espoir que nous voudrions mettre en avant, puisque c'est quelque chose qui peut peut-être aider à l'innovation en matière de coopération et de gouvernance mondiale. En fait, c'est ce consensus qui apparaît à propos du changement climatique et surtout à propos de la protection de la planète. On voit bien que le concept de mondialisation est très attaqué. Il était fondé sur le consensus de Washington, sur au fond ce qu'il y a de plus important dans cette culture de la performance économique et des échanges internationaux. Progressivement, on voit que l'idée de protéger la planète devient une certaine force dominante et qu'il y a là un début de consensus. Il est frappant de voir que les déclarations de M. Xi Jinping à propos de sa signature des accords de Paris sont très voisines des déclarations de M. Biden quand il rejoint les accords de Paris. On voit qu'il y a un petit espace qui est l'espace de la planète, qui est un espace consensuel aujourd'hui et surtout un espace qui peut s'appuyer sur un consensus assez fort des jeunes à peu près partout dans le monde. Les jeunes de Chine, comme les jeunes du Brésil, comme les jeunes de Suède ou les jeunes d'Europe, sont très attachés à cette protection de la planète qu'ils voient comme une humanisation de la mondialisation.
Donc, notre Shérif 2021 développe un peu cette réflexion sur le passage d'une mondialisation à ce que nous pourrions appeler une planétisation. Et le deuxième sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le sujet de la souveraineté. On s'est aperçu évidemment qu'un certain nombre de nos priorités ne pouvaient pas être indépendants de nos volontés et que nous trouvions dépendants d'un certain nombre de puissances pour la fourniture d'un certain nombre de produits qui nous sont essentiels. On voit bien que la souveraineté aujourd'hui doit être développée, souveraineté française bien sûr, souveraineté européenne évidemment, rendre les choses compatibles, mais aussi on voit bien que la souveraineté intégrale, c'est quelque chose sans doute qui pose des problèmes, je dirais, de réalité, et qu'il y a probablement derrière tout ça une certaine forme d'utopie, et qu'il faut essayer de développer une approche compatible entre de la souveraineté renforcée, mais aussi de la coopération nécessaire, coopération internationale qu'il faut pouvoir maîtriser. Et donc, nous avons pensé approfondir ce sujet, et ce sujet, nous voulons l'approfondir à propos de deux grands thèmes qui nous concernent directement. Le thème de l'alimentation, de notre protection alimentaire, en termes de quantité comme en termes de qualité, et puis de l'autre côté, le problème des technologies. Et donc, nous avons invité deux grands experts, deux personnalités qui connaissent ces sujets de manière complète et importante. Je pense à Pierre Feuillet, qui a été le directeur du département Asie, vous étiez directeur du département à l'Institut national de la recherche. Vous avez dirigé des équipes en biotechnologie notamment, et vous êtes aujourd'hui directeur de recherche émérite à l'Institut national de la recherche agronomique. Vous êtes vous-même ingénieur agronome, donc vous avez cette vision-là qui nous intéresse de penser notre alimentation de demain et comment notre agriculture peut permettre notre indépendance. Et puis, avec M. Paul Coudre, nous avons là un président de société, de Soitec, qui se trouve au croisement de plusieurs considérations pour nous, la technologie, la recherche, la production à l'extérieur, le siège en France, naturellement, mais aussi un siège social en Asie, avec un partenariat avec l'Asie aussi. Donc, on voit bien que vous êtes là, vous aussi, à la fois dans des exigences de court terme, mais aussi dans des stratégies de long terme. Et cette question de la souveraineté, naturellement, c'est une question qu'il faut pouvoir traiter dans la durée. Donc, on va, avec vous deux, en vous remerciant de votre participation, on va explorer d'abord la question de souveraineté alimentaire, puis ensuite la question de la souveraineté technologique, mais on rassemblera les deux ensuite dans nos échanges pour essayer de penser un peu ce que peut être la souveraineté. Et donc, nous avons là un webinaire pour lequel vous qui nous avez rejoints, vous pourrez avoir la parole. Il suffit que vous tapiez sur l'icône des questions, vous posez vos questions et Serge de Gallet les rassemblera et organisera nos échanges à partir de vos réflexions. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez nous interroger sur ce sujet et qu'il y ait de l'interactivité pour rendre les choses le plus vivantes possible. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui rassemblés grâce à la Fondation Prospective et Innovation. Je demande à Serge de Gallet rapidement de nous présenter le contenu de Shérif 2021, puis je laisserai la parole à Pierre Feuillet pour engager notre réflexion à partir de la question de la souveraineté alimentaire. Monsieur de Gallet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, le Shérif reprend une grande partie des travaux que nous menons toute l'année. Donc là, le Shérif 2021, c'est les travaux qui sont menés en 2020. Nous n'avons pas de grosses équipes de chercheurs en propre, mais nous organisons des rencontres. Et à partir de ces rencontres, nous rédigeons des ouvrages et nous rédigeons les chapitres de ce Shérif. Donc, nous allons regarder la couverture des Shérifs et la table des matières. Voilà, nous allons partager l'écran. Donc, Shérif 2021, de la mondialisation à la planétisation, souveraineté et interdépendance, c'est ce que vient d'expliquer Jean-Pierre Raffarin. C'est le thème central de notre exercice, notre Shérif. Nous avons organisé tout au long de l'année des rencontres
que ce soit des auditions ou des ateliers, des séminaires. Et à partir de là, et à partir naturellement de travaux de documentation, et sous la direction de l'ambassadeur Philippe Coste, le chapitre du shérif consacré à ce thème est au centre de ce shérif. Mais il y a d'autres sujets qui sont traités. Donc, regardons la table des matières. La table des matières, c'est moi, mais… Alors, la table des matières, il y a naturellement quelque chose qui est connexe par rapport à notre thème principal, qui est la reconfiguration des chaînes de valeur. Et l'Europe, pour limiter les risques d'approvisionnement, reconfigure ces chaînes de valeur. Et donc, il y a une réflexion qui a été menée en liaison avec la Banque africaine de développement sur l'opportunité que cela peut représenter pour le Maghreb. À chaque édition et à chaque année d'activité de la Fondation, nous réfléchissons sur l'Afrique. L'année dernière, dans notre précédente édition, la réflexion portait sur ce que pouvait apporter le numérique au développement de l'Afrique. Là, la réflexion est le triangle Afrique, Chine, France, Europe. Il s'agit d'établir une sorte de vérité des chiffres parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui circulent et donc avec les meilleurs spécialistes, nous avons essayé d'y voir plus clair et de réfléchir à la complémentarité, aux synergies possibles entre la France, l'Europe, la Chine et l'Afrique. Quatrième point, c'est un point récurrent et également dans nos travaux, c'est un état de santé de l'Europe. Et là, nous avons repris une formule de Voltaire. Lorsqu'on interrogeait Voltaire, comment allez-vous? Il disait, j'ai une mauvaise santé de fer, c'est-à-dire que l'Europe est attaquée souvent, mais elle résiste toujours. Et en 2020, nous avons eu le Brexit, nous avons eu la Covid-19, nous avons eu Donald Trump, et malgré tous ces éléments, l'Europe a traversé l'année sans éclater et même en se renforçant. Enfin, une partie consacrée à la manière dont nous avons vécu, traversé le premier confinement. La Fondation a publié chaque jour un petit billet sur tout sujet, philosophique, économique, technologique, et nous avons donc dans cette partie souvenir des jours fiévreux repris un certain nombre de ces billets qui illustrent à la fois l'atmosphère du moment et la diversité des points de vue qui ont pu s'exprimer. Et nous avons demandé à tous les amis de la Fondation de nous faire part de leurs réflexions et nous les avons publiées. Et enfin, il y a une reprise d'un certain nombre de sujets qui ont été traités durant l'année 2020. Et le dernier point qui est traité est celui des élections américaines. Et le thème central de l'année 2021 sera la première année de la présidence Joe Biden. Et donc, ça fournira le cœur, avec naturellement toutes les réflexions connexes, ça fournira le cœur du shérif 2022. Le shérif est disponible en format broché et numérique dans des réseaux de librairies. La
Furet du Nord, donc à Lille, mais qui a également des services en ligne et décentralisés. La grande librairie Mola est naturellement sur Amazon. Vous pouvez donc le lire en numérique ou le commander. Et naturellement, je ne peux que vous recommander de lire cet ouvrage qui est conforme à la vocation de la Fondation Prospective et Innovation, qui a été créée, comme le rappelait Jean-Pierre Raffarin, par René Monoury, en même temps qu'il crée le Futuroscope. Et notre mission, notre ambition, c'est avec nos instruments d'analyse, essayer de scruter l'avenir sur les transformations technologiques, sur les transformations géopolitiques, pour avoir conscience de ce qui arrive et pouvoir y réagir en bon ordre et dans un esprit d'interdépendance et d'ouverture. Merci Serge de Gallet. Entrons maintenant donc dans le sujet de la souveraineté et des questions qui nous sont posées. Et je laisse donc la parole à Pierre Feuillet, qui est membre de deux académies importantes pour nous, l'Académie des technologies, mais pour le sujet d'aujourd'hui, aussi l'Académie de l'agriculture. Vous avez cette vision, cette double vision scientifique et puis axée sur les questions agricoles et alimentaires. Alors, quelles sont les menaces qui vous paraissent les plus importantes quant à notre souveraineté alimentaire et quelles sont les perspectives en analysant un peu nos forces et nos faiblesses sur le sujet? Vous avez la parole, Monsieur Feuillet, et merci beaucoup de votre participation à ce rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Raffarin, pour cette invitation. Bonjour à tous les webinaristes. Et je dois dire que c'est avec un très grand plaisir que j'engage ce débat sur la souveraineté alimentaire en France. Dans cette première intervention, je voudrais faire un état des lieux, faire un diagnostic. Et ma deuxième intervention portera davantage sur l'ordonnance. Que faire face à ce diagnostic? Alors pour un État, accéder à la souveraineté alimentaire, c'est s'être doté d'un système alimentaire qui permette de garantir la sécurité alimentaire de ses citoyens. Alors, pour parler de souveraineté alimentaire, il faut donc, en préalable, préciser ce qu'est un système alimentaire, ce qu'est le système alimentaire français, et dans un deuxième temps, discuter de la sécurité alimentaire. Alors, en France, le système alimentaire, c'est la manière dont les Français s'organisent dans l'espace, dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture. C'est un système qui produit, qui distribue nos aliments depuis les champs, éventuellement des champs à l'étranger, jusqu'à nos estomacs. Il inclut les industries amont de l'agriculture, en particulier les semenciers, les fabricants de produits phytosanitaires, d'engrais. Il inclut les agriculteurs, les industries alimentaires, la distribution, la restauration. Il inclut aussi les activités d'export-import, la logistique et bien sûr les consommateurs et leurs familles. C'est donc un système extraordinairement complexe. Plus complexe que bien d'autres systèmes concernant d'autres produits. Et ceci pour plusieurs raisons. D'une part, la multiplicité des acteurs, comme je viens de vous le montrer, mais la multiplicité des moyens de production, la multiplicité des moyens de transformation. En France, par exemple, nous avons 15 000 entreprises, dont 98% sont des petites PME. Complexité des échanges internationaux. Complexité de ce qu'est un aliment, avec ses composantes qui sont à la fois biologiques, culturelles, cultuelles, sociétales, économiques, et avec tous ces éléments, un impact croissant du numérique. On est donc dans un système extraordinairement complexe. Le deuxième point, c'est que par le nombre d'emplois et l'importance des chiffres d'affaires générés à tous les niveaux de ce système, le système alimentaire occupe une place centrale au sein de la société française et de l'économie française.
Mais nous allons voir tout à l'heure que c'est un géant au pied d'argile. Hein, peut-être qu'il a une mauvaise santé de fer, lui aussi. Et les défis auxquels ce système doit faire face sont multiples. Par exemple, pour les agriculteurs, il faut qu'ils évoluent vers des agricultures durablement productives qui préservent l'avenir des générations futures. Moi, je préfère la notion d'agriculture durablement productive qui me semble plus précise que celle d'agroécologie. Pour les industries alimentaires, il faut garantir des valeurs santé, sanitaires, sensorielles des aliments, tout en diminuant le recours à des additifs qui sont rejetés par une grande partie de la population. Voici un peu ce qu'est ce système. Ben, ce système alimentaire, il doit assurer la sécurité alimentaire des Français, c'est-à-dire l'accès des populations à une alimentation saine, durable et répondant aux besoins et aux aspirations de ces consommateurs citoyens. Et il ne faut pas la confondre avec la sécurité sanitaire qui, elle, vise à réduire au minimum les risques pour la santé. Alors, en France, face à la malnutrition, face au surpoids, face à l'obésité, force est de constater que cette sécurité alimentaire n'est malheureusement pas assurée pour tous. Alors, ce n'est pas la disponibilité des aliments qui est en cause, hein, pas vraiment non plus leur qualité. Les principales contraintes sont économiques et donc politiques et éducatives. Et il faudrait probablement apprendre à bien se nourrir dès le plus jeune âge. Alors, de plus, il ne faut pas oublier que les produits circulant au sein de la chaîne alimentaire sont des produits de nature biologique, fragiles, et qu'il est primordial de se prémunir contre leur dégradation. Donc, ayant mis en place ces deux notions, le système alimentaire et de sécurité alimentaire, on peut maintenant aborder la question de la souveraineté alimentaire. Alors, il y a une vision idéologique hein, de la souveraineté alimentaire qui se veut une critique frontale du néolibéralisme et de la mondialisation. Elle met en avant le rôle considéré comme essentiel de l'agriculture familiale, paysanne, pour nourrir la planète, lutter contre la faim, la malnutrition. Elle s'oppose à l'agriculture qualifiée d'industrielle, mais bon, je n'ai pas envie de traiter cette question, d'aborder la question de la souveraineté alimentaire sous cet angle. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'identifier la politique que doit définir et conduire un État et un gouvernement pour que le fonctionnement du système alimentaire assure souverainement la sécurité alimentaire de tous les habitants, même en état de crise comme nous venons de le vivre avec le Covid-19. Alors ce concept de souveraineté alimentaire, il date des débuts des années 60 et il est intimement lié, et ça c'est un point très important, au droit à l'alimentation annoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas un droit des hommes à avoir une machine à laver, une voiture ou un portable. Il y a un droit des hommes à se nourrir. Ça a été reconnu par l'ONU et ça c'est une différence fondamentale sur laquelle j'aurai la possibilité d'en venir tout à l'heure. Alors pour certains, la souveraineté alimentaire est synonyme d'autonomie. Elle serait en opposition aux politiques soutenues par l'OMC qui prône la libéralisation des marchés et appuyant des processus de privatisation. Pour d'autres, par contre, elle s'appuie sur la mondialisation des échanges. Et moi, je serais assez en phase avec l'idée que revendiquer sa souveraineté, ce n'est pas s'isoler des autres pays, ce n'est pas exclure des collaborations entre les États, ce n'est pas dire, moi, en France, je vais produire tout ce dont j'ai besoin et je n'ai absolument besoin de personne pour nourrir les Français. Alors, quelle est la situation en France? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une mission avait été confiée aux agriculteurs accroître la production agricole pour répondre à la demande intérieure et limiter la dépense vis-à-vis des importations. Alors, ce défi a été magistralement relevé par les agriculteurs. Et il ne faut pas l'oublier. Non seulement ils sont arrivés à nourrir les Français, mais également l'Europe et le reste du monde. Et les 5 piliers de ce succès ont été et sont toujours l'usage de nouvelles semences, l'usage de machines agricoles perfectionnées, l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires de synthèse, l'irrigation et, à ne pas oublier, le niveau croissant d'éducation des agriculteurs.
Avec 11% du commerce mondial en valeur en 1990, la France était devenue le second exportateur mondial de produits agroalimentaires derrière les États-Unis. Second exportateur mondial. Et l'excédent agroalimentaire conduisait massivement à limiter le déficit extérieur de la France, et la PAC y a beaucoup aidé. Mais à la fin des années 90, pour la première fois depuis 3 décennies, les performances du commerce extérieur agroalimentaire de la France commencent à faiblir. En 2018, et merci de m'excuser parce que je vais vous donner quelques chiffres. Dans le cadre de l'Union européenne, les Pays-Bas sont devenus les premiers exportateurs de biens agricoles et alimentaires avec 16,4% du total des exportations, suivi par l'Allemagne, 14,4%. Et la France n'était plus qu'au 3e niveau à 11,4%, suivi par l'Espagne. Les excédents du commerce extérieur ne se sont plus élevés qu'à un peu moins d'1 milliard d'euros pour les produits agricoles et 6 milliards pour les produits transformés. Et cet excédent est principalement dû au vin et aux spiritueux. Alors, les céréales, les produits laitiers, le sucre constituent aussi, avec les vins et spiritueux, l'essentiel de l'excédent. Mais les fruits et légumes est exemplaire en ce sens que nous sommes très profondément déficitaires, avec un déficit chronique de 2,5 à 3 milliards d'euros. Alors, il ne faut pas se cacher, même en restant favorable à l'internationalisation des échanges, la globalisation a été un vecteur de l'intensification de la concurrence sur les marchés des produits et de l'agroalimentaire, ce qui a porté un préjudice aux performances de la France. Certes, la France demeure une puissance commerciale en produits agricoles et alimentaires de premier plan. Elle profite de la mondialisation des échanges. Et l'Hexagone est toujours la première puissance agricole de l'Union européenne. Cependant, en 2018, selon les chiffres des douanes, le pays a acheté pour près de 40 milliards d'euros de produits alimentaires à ses voisins européens, 24% de plus qu'en 7 ans. Si bien qu'aujourd'hui, les économistes nous disent que la France importe près de 20% de son alimentation. Et la balance commerciale agroalimentaire avec les pays européens est devenue négative. Non, je reviendrai plus longuement sur cette question lors de ma deuxième intervention qui me permettra de proposer quelques pistes pour retrouver une souveraineté. Parmi les plus notables, je voudrais simplement ici, en conclusion de cette première intervention, en citer 3. Une concurrence parfois déloyale, consécutive à des normes environnementales imposées à nos professionnels, que ce soit les exploitants agricoles ou les industriels, qui sont des normes tout à fait respectables, parce qu'elles protègent les consommateurs et que doivent respecter nos professionnels, mais que ne respectent pas des professionnels étrangers, ce qui diminue leurs coûts sans que leurs produits soient arrêtés à nos frontières ou à celles de l'Europe. Le deuxième point, c'est qu'il y a en France une politique des prix qui ne permet pas aux agriculteurs de vivre de leur travail. Ils vivent des subventions. Et cette politique a pour fondement de réduire les dépenses consacrées par les Français à leur alimentation. Et de ce fait, il y a de plus en plus de jeunes enfants d'agriculteurs qui ne veulent pas prendre la relève de leurs parents, à risque à terme de voir. Enfin, troisième point, une insuffisante capacité à produire protéines, fruits, légumes, ainsi que produits aquatiques, volailles, porcs. Donc, je reviendrai sur tous ces points tout à l'heure et je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette première partie. Merci, M. Feuillet, merci de ce diagnostic avec un certain nombre de points positifs et d'éléments de force, mais aussi des tendances qui sont quand même assez préoccupantes. Au total, ces chiffres que vous nous donnez sur la balance commerciale restent, l'évolution surtout, reste un problème, surtout dans notre imaginaire où nous pensions toujours être capables de maîtriser complètement cette force française de notre agriculture pour notre alimentation. Alors, Monsieur Paul Boudron, nous allons parler aussi du diagnostic que vous faites pour ce qui est des technologies. Peut-être que vous pouvez présenter rapidement un peu Soitec, votre
entreprise avec ses caractéristiques spécifiques au point de vue international, où vous avez vraiment une position d'observateur à vision large. Vous avez la parole. Merci à vous. Merci, Monsieur Rafa. Merci à tous aussi merci de m'avoir invité sur cette plateforme très intéressante. Et effectivement, c'est un moment extrêmement important, je pense, et j'y reviendrai. On touche tous un petit peu du doigt ce que peut dire le mot souveraineté quand on l'aborde dans l'agriculture ou les technologies. Et c'est fondamentalement important pour nous. Alors, Soitec, dans ce monde, dans cette supply chain de la microélectronique, en fait, nous sommes une société française et nous avons, au travers de la propriété intellectuelle que nous avons développée depuis plus de 25 ans dans la région grenobloise, à Bernin exactement, nous sommes une spin-off du CEA Leti, qui est un centre de recherche français. Et nous fabriquons donc les matériaux sur lesquels les fameuses puces, les devices de nos grands clients sont fabriqués. Et nous donnons à ces matériaux une caractéristique particulière en fonction des applications dans lesquelles ces matériaux, ces devices vont être utilisés. Et nous avons pris depuis 5 ans une position extrêmement stratégique dans la chaîne de valeur, parce que nos matériaux, en tout cas certaines familles de matériaux que nous avons développés et que nous produisons en France et à Singapour, mais également en Chine, sont utilisés pour la téléphonie. Et nous sommes rentrés dans la supply chain au niveau de ce que l'on appelle la 3G dans un téléphone portable. Nous sommes devenus un standard dans le monde de la 4G. Et j'avais l'habitude de dire qu'il n'y a pas de smartphone sans Soitec, ce qui est vrai. Je dirais qu'il n'y a pas non plus de 5G sans Soitec, parce que la totalité des composants qui sont fabriqués pour la 5G sont sur la base de matériaux que nous avons développés. Nous avons 2 licenciés dans le monde, parce que vous imaginez bien que pour donner confiance dans une supply chain, étant une petite société au cœur des Alpes françaises, il a fallu paraître plus gros que nous étions. Donc, nous avons effectivement licencié 2 compagnies qui sont une à Taïwan, Global Wafer, et une au Japon, Shin-Etsu Indotai, qui sont deux grandes compagnies dans le monde des matériaux. Mais nous avons 80% de parts de marché, globalement, entre 70 et 80% sur l'ensemble des produits que nous fabriquons avec nos licenciés. Et j'ai l'habitude de parler de compétition en disant que finalement, nous avons créé notre propre compétition. Et cette compétition, très simplement, pour continuer à gagner, eh bien, il faut courir plus vite que les autres. Pour cela, la France, eh bien, c'est un endroit extraordinaire, parce que nous avons développé là aussi une position et un moteur assez particulier. Il y a 3 ans, j'ai revu totalement nos accords de développement avec justement notre partenaire CEA Leti, et nous avons intégré nos équipes. Les équipes de Soitec et les équipes du laboratoire du CEA ne font plus qu'une seule équipe. Nous avons défini des salles blanches qui sont totalement dédiées à nos matériaux. Nous embarquons maintenant les fournisseurs qui sont des fournisseurs qui veulent participer justement à cette plateforme d'innovation que nous avons créée sur les matériaux, et nous attirons nos grands clients qui, de plus en plus, alors par grands clients, je vais parler de Qualcomm, je vais parler de Sony, je vais parler de tous ces grands noms de la microélectronique que vous avez autour de vous. Eh bien, ils sont de plus en plus intéressés à venir travailler avec nous sur les sujets qui les préoccupent pour les années 2025 et 2030. Et on y reviendra, il y a de très très beaux sujets. Donc voilà la position de Soitec. 90% de nos productions sont à l'export, et c'est pour ça que nous avons un double voire triple challenge. C'est dans une supply chain très 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 complexe, un petit peu comme vous l'avez entendu pour l'agroalimentaire. Nous avons cette complexité aussi parce que il faut des matières et des matières premières, il faut des équipements très spécifiques. Il faut du savoir-faire et donc du design et de la propriété intellectuelle qui est bien sûr souvent dispersée dans toutes les grandes sociétés de la planète. Donc, c'est une supply chain très complexe, mais et là aussi où la collaboration est primordiale pour justement réussir. Donc, cette collaboration, c'est un petit peu… alors,
je vais peut-être faire là, à ce moment-là, un petit point aussi sur le semi-conducteur et pourquoi on en parle tant aujourd'hui de cette supply chain. On s'aperçoit que depuis 40 à 50 ans, chaque fois qu'il y a une crise majeure, cette crise majeure, ça a été pour nous, dans notre supply chain, une accélération de l'innovation. On a commencé avec les gros ordinateurs produits par IBM et HP, et puis, par crises successives, on a eu des accélérations de ce que nous avions besoin tous les jours pour l'automobile, pour l'environnement, pour l'éducation. Et puis, vous avez vu apparaître derrière les grands ordinateurs, les PC portables, et puis les premiers téléphones où on a commencé à s'envoyer quelques messages. Et puis, on a voulu passer des messages à la vidéo. Et puis, aujourd'hui, on voit bien que tous ces petits objets connectés, ils n'ont pas beaucoup d'intelligence, mais on a créé ce que l'on appelle le cloud, donc une plateforme où des modèles très sophistiqués vont pouvoir maintenant venir prendre le relais et donner à ces petits objets que l'on va essayer de connecter les uns avec les autres beaucoup plus d'intelligence. Il va falloir donc aussi amener dans le futur, et on y est exactement, et c'est un des sujets sur lesquels je reviendrai tout à l'heure pour l'Europe, il va falloir maintenant amener non seulement de l'intelligence autour de ces petits objets qui sont autour de nous, qui vont nous donner beaucoup d'informations et nous aider dans la vie de tous les jours. Mais là aussi, je pense que le monde politique a un enjeu fort parce qu'il va falloir encadrer toutes ces évolutions futures qui arrivent et qui font bien sûr pour nous, dans cette supply chain du semi-conducteur, qui sont pour nous importants parce que c'est notre avenir de demain. Alors, on a vu au travers de l'année 2020 deux effets extraordinaires. L'effet, d'abord, l'impact de la trade war, où quelque part, il y a une prise de conscience des États-Unis sur ce qu'est cette souveraineté associée au monde du semi-conducteur. Et j'ai l'habitude de dire que quand on parle de souveraineté dans le monde politique, je l'associe dans le monde de la technologie à cette souveraineté technologique. Et les Américains, au travers de l'administration précédente, se sont effectivement rendus compte qu'il y avait un débat qui allait s'ouvrir parce que cette souveraineté technologique était contestée aujourd'hui par les Chinois qui arrivent avec une approche sur certaines technologies, notamment la 5G, en avance par rapport aux Américains. Donc, si on met ça en perspective, l'enjeu de tout ça, c'est la data. C'est qui, dans les 30 prochaines années, aura justement cette capacité à maîtriser la data, l'information. Et cette information, on voit bien, elle est en train de remplacer ce qu'était le pétrole des 30 dernières années. La capacité à pouvoir produire, gérer et travailler sur cette data va devenir essentielle dans les 30 prochaines années. Pourquoi? Parce que la data va permettre d'influencer notre vie de tous les jours, qu'elle soit sur la santé, qu'elle soit sur l'éducation, qu'elle soit sur la façon dont on va communiquer. On voit bien que cette data, aujourd'hui, va être au cœur de tous ces verticaux qui sont autour de nous, y compris d'ailleurs dans l'agriculture. Et c'est un point extrêmement important. Donc, stratégiquement, l'enjeu est fort et l'Europe a, quelque part, sous l'impulsion de Thierry Breton, pris une prise de parole qui est, à mon avis, importante. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Mais voilà un peu le cadre dans lequel on est. Donc, je voudrais peut-être prendre l'exemple, et vous, Monsieur Raffarin, vous preniez l'exemple du paracétamol, je vais prendre l'exemple de l'automobile. On en parle aujourd'hui tous les jours dans nos journaux. On voit bien que d'un seul coup, le monde de l'automobile est en crise parce que justement, il n'y a plus suffisamment d'accès à ces devices, à ces composants qui permettent aujourd'hui de construire une voiture. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis un an? Crise, pandémie, mars dernier. Le monde de l'automobile, d'un seul coup, s'arrête. Les usines se ferment. Et donc, les grands constructeurs de l'automobile dans le monde entier retirent les options de capacité qu'ils ont dans ces grandes usines de la microélectronique. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, chaque crise amène une accélération de l'innovation. Aujourd'hui,
nous avons envie de bouger, nous avons envie de sortir, nous avons envie de repartir vers 2021, mais avec quand même un concept un peu différent de la voiture. On veut une voiture green, plus green, on veut une voiture plus petite, on veut une voiture qui nous permettra peut-être de ne pas prendre le bus ou le métro, mais qui permettra d'aller au travail sans engager des frais peut-être supplémentaires. Donc la petite voiture électrique est un des grands axes de développement aujourd'hui dans le monde de l'automobile. Et on voit bien que c'est toute une chaîne, une supply chain qui est totalement différente. Les constructeurs automobiles reviennent dès la fin de l'année dernière avec une ambition beaucoup plus forte, mais seulement leurs capacités ont disparu. Mais ce qui est le plus grave, au-delà de ces capacités qui ont disparu, c'est que ces deux modèles qui ne se sont pas compris l'un l'autre. Le monde du smartphone, qui est dans le monde de l'électronique, anticipe ces crises et comprend absolument les vagues et les besoins sur 2, 3, 4 ans. Le monde de l'automobile, dans sa supply chain existante, le comprend également parfaitement. Mais là, il y a une transition vers une supply chain où ce ne sont plus des moteurs thermiques qui vont faire vendre leurs voitures, ce sont des moteurs électriques, ce sont des tableaux de bord qui sont totalement revus et ce sont des écrans partout, ce sont des caméras tout autour de la voiture. Et la vision de l'automobile qui était d'avoir une supply chain extrêmement lean, c'est-à-dire très peu d'inventaire et à la fois toujours 2, 3, voire 4 fournisseurs capables de faire une même pièce, eh bien, ce n'est plus du tout le cas. Il faut des inventaires. Et quand un constructeur qui s'appelle Intel ou qui s'appelle NVIDIA ou qui s'appelle AMD est en rupture de stock, eh bien, on ne peut pas aller chercher chez Intel ou on ne peut pas aller chercher chez NVIDIA. Il n'y a pas de backup, je vais dire, sur ces types de parts, de pièces. Pourquoi? Parce que derrière sont associés des softwares et ces softwares sont effectivement très dépendants de l'architecture de la voiture. Donc, deux mondes qui ne se connaissaient pas très bien et qui ont besoin maintenant de se rencontrer et de se parler et de se connaître pour changer leur façon de travailler ensemble. Et ça, on va le retrouver dramatiquement, j'allais dire, si on n'anticipe pas, on va le retrouver sur la santé, on va le retrouver sur l'éducation, on va le retrouver sur Smart Home, ce qu'on appelle Smart Home, ce qui va être dans notre environnement, Smart City, la sécurité aussi. Donc cette vague d'innovation qui arrive, elle va être portée par des nouvelles technologies. Et il y a quand même dans tout ça une très bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, nous avons des champions. En Europe, nous avons des champions dans cette supply chain qui ont développé justement des positions de numéro 1 et de numéro 2 dans le monde. Et pour en citer quelques-uns, c'est par exemple en Hollande ASML, qui est la seule compagnie dans le monde qui fournit des équipements qui permettent justement de définir ces petites lignes, ces petits transistors et de définir les lignes qui permettent de graver ces transistors. Ils sont incontournables dans le monde de la microélectronique. Et puis des grands champions français comme ST Microelectronics. ST Microelectronics est une des stars aujourd'hui de la microélectronique. Et puis NXP, Infineon, Bosch, et puis bien sûr Soitec qui arrive dans ce monde-là. Mais voilà, on a des grands champions et il faut redéfinir l'ambition. Il faut redéfinir pour l'Europe et bien sûr pour la France, mais pour l'Europe, ce que sera la souveraineté. Et elle va passer, cette souveraineté, par des collaborations. Elle va passer, cette souveraineté, par des définitions, des définitions qui seront, je dirais, en ligne avec nos valeurs et sûrement en ligne aussi avec les accords de Paris. Vous en parliez tout à l'heure, je pense que là, nous avons un point commun, c'est-à-dire qu'il faut absolument pointer la direction pour que cette supply chain de la microélectronique, non seulement elle nous fournisse les systèmes que nous souhaitons pour demain, qu'elle tienne et qu'elle prenne en compte les valeurs que nous voulons respecter. Et ces valeurs, elles sont formidables hein, quand on pense au respect de l'individu, quand on pense aux accords de Paris, quand on pense à la sécurité. Je pense qu'en Europe, nous avons là aussi, nous sommes un peu les champions de certaines de ces valeurs. Et je pense qu'elles seront respectées aussi bien en Asie qu'aux États-Unis. Et à partir de là, je pense que le monde, notre supply chain à nous, peut fournir les solutions et doit fournir les solutions pour supporter cette ambition. Voilà, je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur l'Europe,
et où est-ce que nous devons aller et pourquoi on peut y aller. Beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous avez dit, Monsieur Boudre, et notamment à la fin, là, sur, au fond, une notion un peu complexe de la souveraineté. On a notre souveraineté nationale, mais on peut aussi avoir une souveraineté de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs internationales que nous devons défendre. Et l'accord de Paris, on rejoint là l'idée de planétisation, c'est que l'accord de Paris est au fond un socle de valeurs dont nous avons intérêt à ce qu'il soit souverain, c'est-à-dire qu'il puisse rester puissant et que nous, en tout cas, dans ce qui est notre approche, nous soyons compatibles avec ces valeurs. Donc il y a en fait plusieurs souverainetés, naturellement la souveraineté nationale et la souveraineté européenne, mais aussi une sorte de souveraineté de valeurs qu'il faut essayer de protéger. Et de ce point de vue-là, il nous faut un certain nombre d'alliés. Alors, Monsieur Feuillet, après votre diagnostic sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment, justement, peut-être aussi articuler, puisque vous avez montré cette part importante avec ces 40 milliards qui viennent des pays européens, comment articuler, au fond, la coopération européenne et notre souveraineté nationale. Que faire? Je vais aller au-delà de l'Europe, hein, je vais aller également au niveau international, des pays tiers. En fait, je vais essayer de lancer toute une série de pistes de réflexion, un petit peu dans un inventaire à la Prévert. Chacun de ces pistes mériterait un long développement. Bon, on n'en a pas le temps, donc je vais essayer de dresser cet inventaire. Au niveau international, moi, il me semble assez clair, compte tenu de cette spécificité de l'alimentation qui est à droit à tous, dont je soulignais tout à l'heure, il me semble assez clair que l'OMC n'est pas forcément le lieu le mieux adapté pour régler les problèmes internationaux relatifs à l'alimentation, parce que la culture de l'OMC est extraordinairement éloignée de la culture de la nourriture. Alors, est-ce qu'il faut créer une nouvelle agence? Est-ce qu'il faut que l'OMC se rapproche de la FAO? Je ne sais pas, mais il y a là une piste extrêmement importante à creuser, de voir comment, au niveau international, se règlent les échanges de produits alimentaires. Et actuellement, beaucoup sont d'accord pour dire que le système actuel n'est pas satisfaisant. Le deuxième point, au niveau international, et je reprends ce que disait M. Paul Boudre à l'instant, et on le reverra tout à l'heure, la data est quelque chose d'essentiel, le numérique est quelque chose d'essentiel, et chacun connaît aujourd'hui ses faiblesses, ses grâces et ses pesanteurs, hein, ses forces et ses faiblesses, ses dangers et ses avantages. Et je voudrais simplement rappeler que l'Académie des technologies, il y a déjà à peu près 5 ans, avait proposé la création d'une agence internationale du numérique, un peu l'équivalent de la FAO ou de l'OMS. Cette proposition n'a pas été reprise, mais c'est une proposition de grande ambition. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le poids du numérique est aussi important dans le monde que celui de l'alimentation, que celui de la santé. Alors maintenant, voir comment il faut faire ça. Au niveau européen, le deuxième stade, il est clair que, c'était dit à l'instant, nous avons en France une certaine culture de l'alimentation, nous avons des valeurs de l'alimentation. Celle-ci ne se retrouve pas dans tous les pays d'Europe. Il faut absolument qu'au niveau européen, on veille à supprimer ces distorsions de concurrence, notamment en matière de sécurité sanitaire, de politique environnementale. La France est souvent en avant, mais cela a pour effet de mettre en difficulté nos professionnels. Donc là, il y a un effort à faire au niveau européen de meilleure homogénéité, de partage des valeurs sur ce qu'est une alimentation saine, sûre et protective de l'environnement. Au niveau français, bon, il y a également, au niveau de l'État français, il y a de nombreuses pistes. Chacun sait, puisqu'on en parle pas mal depuis 1 ou 2 ans, nous avons un problème de fourniture de protéines sur le sol français nécessaire à l'élevage. Il y a donc un grand plan qui a été lancé pour essayer d'éviter des importations de soja, notamment d'Amérique latine, et de produire en France les protéines dont on a besoin,
pas uniquement d'ailleurs à partir de végétaux, ça peut être également à partir d'insectes, hein. Mais ce n'est pas suffisant. Je vous le signalais tout à l'heure, il est incompréhensible que la France ne soit pas capable de produire les fruits et légumes dont elle a besoin. Alors il y a un tas d'explications, dont l'une est très claire, c'est que, par exemple, pour les cerises, l'interdiction de certains produits phytosanitaires ne permet plus de produire des cerises de qualité en France, et elles viennent d'Espagne, qui utilisent les produits que nous avons interdits. Mais il faut absolument lancer un plan français fruits et légumes. On ne peut pas se satisfaire qu'on soit déficitaire à un tel niveau de produits qui sont absolument indispensables pour la santé et que nous ne sommes plus capables de produire. Et on pourrait élargir cette réflexion, mais ne lançons pas des plans dans toutes les directions, mais on pourrait l'élargir aux produits aquatiques, à la viande de porc et au poulet, hein. Je crois qu'on importe près du tiers des poulets que l'on consomme, mais centrons-nous à côté d'un plan protéique, centrons-nous sur un plan fruits et légumes. Il y a beaucoup à dire sur l'aspect réglementaire en France, notamment sur l'usage des nouvelles biotechnologies pour améliorer la qualité de notre semence. La France a une position extrêmement dure vis-à-vis de ce qui a été à un moment les OGM, mais qui est un peu derrière nous, de ce que sont les nouvelles biotechnologies qui permettent d'améliorer la qualité de nos semences. La France est l'un des grands pays exportateurs de semences, un grand utilisateur de semences. Elle est en train de perdre toute son avance en raison de cette réglementation qui bloque. Et une société comme Libagrain, qui est notre leader semencier, a été obligée d'exporter ses recherches à l'étranger parce que ce n'est plus autorisé en France. Et même l'INRAE aujourd'hui, les chercheurs de l'INRAE se plaignent de ce qu'ils ne peuvent plus vraiment rester au niveau de ce qu'ils étaient il y a 20 ans à cause de ce blocage qui, du point de vue des scientifiques, est quand même plus idéologique que scientifique. Ça mériterait tout un développement. Il y a un autre point qui évidemment pèse sur la culture française, je le disais tout à l'heure, c'est le pouvoir d'achat et les prix. Alors les Français consomment 20% de leurs revenus en moyenne hein, pour se nourrir, 15% de nourriture à domicile, 5% hors domicile. Quand il y a des difficultés, on constate que on recherche à diminuer les dépenses, ce qui a un effet à la fin de toute la chaîne sur les agriculteurs qui ne peuvent plus vivre. Alors, je crois avoir vu qu'on est en train de remettre en cause les accords qui avaient eu lieu dans les négociations agriculture, industrie alimentaire, distribution. Aujourd'hui, c'est la distribution qui font des prix. Ce n'est pas tout à fait normal. Et si les agriculteurs disparaissent, c'est parce qu'ils ne peuvent plus vivre. Et ça, ce n'est pas correct parce que c'est grâce à eux. Et rappelons-nous, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est eux qui, après la guerre, ont nourri les Français et on leur doit un retour. Il y a également un autre point qui est inquiétant, c'est la perte de surface agricole, hein, l'équivalent d'un département français tous les 10 ans. Et bien, si on continue à ce rythme, dans 30 ans, on n'aura plus de surface agricole suffisante pour qu'on fasse pour se nourrir. Et puis, on pourrait ajouter les coûts horaires, mais... Bon, donc un plan fruits et légumes, un regard plus positif sur l'utilisation des nouvelles technologies et enfin un effort sur les revenus des agriculteurs qui n'est plus à vivre de subventions. Au niveau des entreprises, doivent s'approprier les technologies numériques. L'Académie de technologie vient tout juste de sortir aujourd'hui un rapport sur l'impact de la révolution numérique sur les industries alimentaires. Et l'un des points mis en avant, comme le disait M. Bourg tout à l'heure, c'est gérer les données, construire les données, ce qui nécessite d'ailleurs au niveau international une homogénéisation des données, une interopérabilité des données. Au niveau local, au niveau des entreprises et des exploitants, il faut aussi favoriser les circuits courts et les produits frais pour les fruits et légumes. Il ne faut pas croire que les circuits courts et les produits frais et des produits, de tous les produits sont acceptables. On ne va pas faire des circuits courts sur la farine, on ne va pas faire des circuits courts de manière significative sur la viande, ça peut se faire sur les fruits et légumes.
problème des renouvellements des exploitants partant à la retraite. Vous savez, il y avait, avant la Deuxième Guerre mondiale, la France était rurale, 60% des Français étaient à la campagne. Aujourd'hui, il n'y a plus que 500 000 exploitants en France et il y en a toutes les années un peu moins. Bon, il y a un problème sur le gaspillage, mais à mon avis, pas essentiel, on pourrait y revenir. Par contre, il y a un point sur lequel il faut poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas créer des stocks stratégiques? Alors, pour des produits qui se conservent bien, c'est-à-dire des produits secs, céréales, légumineuses, poudre de lait, poudre d'œuf, nous n'avons pas de stock stratégique et en cas de crise majeure, on risquerait d'avoir des soucis. Alors, au niveau de la recherche, point suivant, au niveau de la recherche, il faut que la recherche fournisse des connaissances qui permettent aux exploitants de développer, je disais tout à l'heure, une agriculture durablement productive. L'agriculture biologique, c'est bien, mais ce n'est pas très productif. Pour une même surface de sol, elle produit 20, 30, 40% de moins. Donc, elle est très utilisatrice en surface de sol. Et si ces sols se réduisent, elle va avoir des problèmes pour nous nourrir, l'agriculture biologique. En dépit de ses avantages, elle a aussi ses inconvénients. C'est pour ça que je dis durablement, écologiquement, productive, parce qu'il faut continuer à produire suffisamment. Et on produisait en 50, 20 quintaux de blé à l'hectare. On en produit aujourd'hui 75, l'agriculture biologique en fait 50. L'agriculture biologique ne va pas dans le sens d'une souveraineté quantitative. Elle va peut-être un peu plus vers le qualitatif. Donc il faut que la recherche travaille peut-être plus clairement, plus nettement sur la physiologie et la génétique végétale, ces nouvelles technologies dont je vous parlais, qui est probablement la seule manière de pouvoir arriver à réduire les produits phytosanitaires, la relation de la plante avec son milieu. Ça doit être au cœur et peut-être plus fortement avancé. Alors moi, je crois qu'il faut garder confiance, il faut garder la foi dans l'écosystème français de l'alimentation. C'est un système très riche qui a fait ses preuves, riche de sa tradition culinaire, de sa gastronomie. Ce sont des produits qui sont particulièrement appréciés à l'étranger. Il faut quand même ne pas oublier que l'exportation du camembert tel que nous l'apprécions en Normandie, c'est pas celui forcément qui est préféré des Philippins. C'est un goût un peu fort. Donc peut-être qu'il faut parfois, dans on exporte nos produits, adapter ces produits au goût de ceux qui vont les consommer et non pas croire que notre goût pour certains produits est le même dans le monde entier quand il y a un problème d'adaptation, ce qui n'empêche qu'il y a une gastronomie faite de richesse, de la diversité régionale. Il faut compter là-dessus, il faut aider les petits entrepreneurs, les petites entreprises à exporter aussi, en faisant peut-être des consortiums d'exportateurs. Mais il y a quand même beaucoup de points sur lesquels il faut qu'au niveau international, au niveau européen, au niveau français, on avance. Ceci donc veut dire qu'il y a un vrai plan à faire au niveau national de souveraineté alimentaire. Je ne crois pas qu'il existe. Et tous les points que je viens d'évoquer mériteraient chacun d'être développés, mériteraient presque une conférence adaptée à chacun de ces points pour que chacun puisse s'exprimer. Ça sera pour les années à venir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. En effet, propos extrêmement riches avec des propositions à la fois originales, qui sont souvent lourdes, rapprocher l'OMC et la FAO, faire un plan fruits et légumes, ce sont des sujets ambitieux, mais au fond, ce sont des perspectives et c'est ce que nous recherchons, d'avoir cette capacité à se mobiliser aujourd'hui avec le temps comme allié pour essayer de résoudre ce qui sont des situations extrêmement pénalisantes, voire des impasses pour notre pays qu'il faut pouvoir débloquer. Merci beaucoup. Monsieur Paul Baudre, est-ce que, donc, par rapport à ces interventions, pour vous, l'Europe est une base de souveraineté essentielle. Les initiatives que développe Thierry Breton, parce qu'il semble un peu en charge aujourd'hui, on l'a vu sur ses déclarations en matière de 5G, par exemple,
d'autres sujets, on le voit défendre la souveraineté numérique et qu'il y a peut-être là, au fond, cette capacité à inventer cette souveraineté européenne à partir des nouvelles technologies et comment s'articule pour vous cette souveraineté nationale et cette souveraineté européenne? Absolument, et c'est quelque part un tournant pour cette supply chain et pour l'Europe dans la microélectronique et dans le monde des technologies. Si vous regardez ce qui se passe, les États-Unis, le plan Biden, il vient d'annoncer dans une phase 1 30 milliards de dollars d'investissement pour consolider cette chaîne. La Chine n'a pas annoncé de chiffres, mais je pense que ça sera sans limite pour justement continuer à renforcer cette chaîne. Et on a la chance d'avoir Thierry Breton aujourd'hui en Europe qui, quelque part, pour moi, met un petit peu un coup de pied dans cette fourmilière en disant, bon, bien, nous, en Europe, nous devons définir notre ambition. Et il met une ambition très forte. Il met une ambition où il souhaite que l'Europe puisse avoir la capacité de dessiner des puces de 2 nanomètres, c'est-à-dire c'est ce qui se fait ou ce que se fera de mieux dans le monde d'ici quelques années. Donc une ambition très forte en termes de technologie, une ambition très forte aussi en disant il faut que l'Europe puisse produire 20% de ce que sont les semi-conducteurs dans le monde aujourd'hui. Et ces 2 points faibles, quelque part, au niveau de l'Europe, il appuie sur ces 2 points faibles. Et là, maintenant, il faut construire les solutions. Alors, jusqu'à présent, l'Europe a été extrêmement bien positionnée dans sa phase de développement technologique. Nous avons en Europe les plus grandes plateformes de R&D au monde, c'est-à-dire que le monde entier vient sourcer ces technologies très avancées, que ce soit à l'intérieur du CEA-Leti, donc notre centre français de R&D, mais aussi avec l'IMEC en Belgique et le Fraunhofer Institute en Allemagne. Quand vous citez ces 3 grands noms de la recherche dans le monde de la microélectronique, vous avez ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc, donc nous avons en Europe, en plus des grands champions dont je parlais tout à l'heure, nous avons un savoir-faire et une base de R&D qui est fondamentalement leader et champion dans ces technologies-là. Et il nous manque, bien sûr, à adresser le pilier de tout ce qui est software et design. Et ça, c'est un axe fort sur lequel il va falloir vraiment se consacrer. Il va falloir aussi consacrer beaucoup d'argent et d'énergie autour de ce que j'appelle le manufacturing. Parce que autant nous sommes forts en R&D, autant notre manufacturing et notre capacité à faire des composants de plus en plus complexes, eh bien, on s'est arrêté en Europe à ce que j'appelle le 22 nanomètres. Alors, c'est la fameuse ligne à laquelle on peut dessiner la taille de la ligne la plus petite. Il faut savoir que ce 22 nanomètres, aujourd'hui, dans le monde, on est plutôt autour du 5 nanomètres pour les technologies les plus avancées et que chaque nanomètre compte en termes de difficulté. Donc, on a un enjeu de manufacturing et Thierry Breton l'a très bien compris avec l'ensemble des CEO. Nous parlons régulièrement aujourd'hui pour justement adresser les challenges et ce challenge-là passera par aussi des grands partenariats. Il nous faut des partenaires pour arriver plus vite à cette capacité à maîtriser ces grands enjeux de manufacturing sur des technologies beaucoup plus complexes. Alors, les partenaires, eh bien, on va pouvoir nommer Samsung, TSMC, qui sont à la fois coréens et taïwanais, mais aussi Intel, pourquoi pas. Dans ce monde-là, il va falloir choisir des partenariats pour que l'Europe puisse sécuriser sa chaîne de valeur pour accélérer avec ses champions européens. Ça, c'est un axe. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir aussi travailler absolument sur les talents. Nous avons à revaloriser toute cette chaîne de la microélectronique pour attirer des talents. C'est un enjeu fort, c'est un enjeu qui démarre très tôt et il faut absolument faire ceci parce que c'est quelque part un peu aussi le nerf de la guerre. Je me souviens d'avoir visité en Chine à l'époque, il y a quelques années, Huawei, où vous aviez sur 2 bâtiments de
plus d'1 kilomètre chacun et 20 000 ingénieurs qui travaillaient sur le développement de la 5G. Où avons-nous 20 000 ingénieurs regroupés dans un seul centre en Europe, voire même aux États-Unis, pour développer une solution qui est complexe? Et il faut donc mobiliser des jeunes, des talents pour venir transformer cette industrie en Europe. Et puis, ça va vouloir aussi, il va falloir s'engager dans une transformation et de nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers, il faut les anticiper. On ne va plus aborder le monde de la médecine dans les 5 prochaines années tel que nous l'avons vécu dans les 5 dernières années. Et la pandémie que nous avons traversée nous a bien montré à la vitesse à laquelle nous pouvions être dépendants de la microélectronique. Donc, ces plateformes de collaboration, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour l'Europe parce que nous avons des atouts. Certains sont effectivement en Europe, d'autres ne le sont pas. Et il va falloir créer des liens et des collaborations très fortes en définissant le cadre. En définissant le cadre de ce que doit être la souveraineté européenne, ou en tout cas les enjeux européens pour toutes ces nouvelles applications qui vont venir nous percuter dans les prochaines années. D'où l'enjeu des accords de Paris, d'où l'enjeu du cadre qui doit être à la fois technologique, à la fois basé sur des valeurs qui sont les nôtres en Europe, mais aussi sur les enjeux de la planète. Et je pense que ça, c'est un axe et une porte commune qui peut nous attirer beaucoup de traction. Voilà en quelques mots. Donc, il faut être derrière le plan de Thierry Breton à fond et le supporter au mieux qu'on peut. Merci Thierry Breton, l'un des artisans du Futuroscope, puisqu'auprès de René Monory, il avait participé à la définition du projet et à son développement. J'appelle Serge de Gallet, s'il m'entend, pour qu'il nous donne un aperçu des questions et qu'il puisse être le représentant de notre salle aujourd'hui de débat. Alors, une salle qui pose beaucoup de questions qu'on peut classer en 3 catégories. D'abord, des considérations générales. La première, c'est un peu un ensemble de contradictions. Contradictions entre la volonté d'assurer sa sécurité alimentaire, d'être exportateur face à des pays en développement qui, eux, ont besoin de renforcer leur sécurité alimentaire, qui n'ont pas toujours les moyens financiers en cas de difficulté de s'adresser au marché mondial. Et donc, le débat souveraineté, volonté d'exporter des pays industrialisés et sécurité alimentaire en Afrique principalement. Seconde considération générale qui se rattache à la première, nous avons dans l'auditoire pas mal d'Africains et qui s'interrogent sur la manière dont on pourrait renforcer la collaboration entre l'Europe et l'Afrique dans cette perspective de souveraineté, de résilience sur un certain nombre de sujets clés. Troisième remarque qui fait suite à celle de Pierre Feillet, c'est n'y a-t-il pas une contradiction entre le Green Deal et la souveraineté européenne dans la mesure où on voit bien dans le secteur de l'agriculture que les normes imposées rendent inégales les conditions de concurrence et donc affaiblissent les producteurs français et européens. Et on voit bien aussi que le passage aux véhicules électriques, bien sûr, allège notre contrainte quant au pétrole, mais nous rend très dépendants à la fois de la technologie et des matériaux nécessaires aux véhicules électriques. Donc cette contradiction, et finalement l'Europe choisirait
l'écologie au détriment de la souveraineté. Voilà, donc première série de considérations générales. Alors, ensuite, des points un petit peu plus précis, question posée à Pierre Feillet, c'est la concurrence et l'avenir des biocarburants, et également la question de l'approvisionnement en eau. Vous avez parlé tout à l'heure de la politique d'irrigation. Comment se présente en France, en Europe, cette question de l'eau, qui est naturellement au centre de certaines préoccupations. Troisième et dernière série de questions qui s'adresse à Paul Boudre. Naturellement, chacun suit avec attention la crise actuelle d'approvisionnement en composants, hein, et la question est de savoir si, on ne parle pas d'indépendance, mais même si une autonomie n'est pas illusoire dans la mesure où il y a une sorte de spécialisation des produits, avec un mécanisme naturellement de production à grande échelle qui permet à certains producteurs d'être très dominants, et que tout le monde dépend de tout le monde, compte tenu de la grande variété des composants nécessaires dans pratiquement tous les produits. Et dernière question qui renvoie à ce que vient de dire Paul Boudre. On voit bien que la France ne peut pas agir seule, que l'Europe même ne peut pas agir seule, mais dans ce domaine comme dans d'autres, quels sont on voit il y a des grandes entreprises françaises, européennes, mais on voit quand même qu'il y a, et ça a été évoqué à l'instant par Paul Boudre, un contraste entre nos entreprises européennes et les géants coréens ou taïwanais ou américains. Et nous, Européens, nous sommes amenés à réfléchir en termes d'alliance, en termes de programmes communautaires. Est-ce que ce mode de travail en commun indispensable nous permettra, compte tenu des conflits de souveraineté qui peuvent exister au sein même de l'Europe, de la taille critique, de la loi du juste retour, de trouver la taille critique pour être à même de rivaliser avec les Coréens, avec les Taïwanais, les Américains et les Chinois. Voilà 3 séries de questions, Jean-Pierre, mais je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais il faut s'arrêter là. Merci bien. Alors, à Pierre Feillet, je propose de répondre notamment à ces questions de contradiction, en fait, dans la pluralité des souverainetés. C'est-à-dire que si tout le monde se base sur sa souveraineté, évidemment, on est dans une compétition de souveraineté et on trouve un certain nombre de limites. Alors, comment avoir cette cohérence qu'on peut rechercher entre le Green Deal, par exemple, et la souveraineté, et par exemple, notre programme fruits et légumes et les espoirs et les ambitions des pays émergents. Monsieur Feillet. Ben, il y a un point tout à fait central, je pense que ce qu'on vient d'évoquer, c'est ce problème du Green Deal et de la souveraineté. On oppose effectivement parfois l'idée selon laquelle vouloir produire toujours plus met en danger, gravement en danger notre environnement. Une utilisation excessive d'engrais, de pesticides n'est plus acceptable, et je crois qu'on a raison. Et au cœur de cette discussion, sans vouloir rentrer dans la technique, il me semble que le point essentiel, c'est le pas de temps. Le pas de temps de la nature n'est pas celui de l'homme. Et le pas de temps des politiques n'est pas celui des professionnels et qui n'est pas celui de la recherche. Lorsque, par exemple, en France, on décide, et on a décidé, le glyphosate, on n'en veut plus. Bon, très bien. Pourquoi pas? Si le glyphosate présente des dangers, attention. Oui, mais comment est-ce que font les agriculteurs pour s'adapter?
ils ne vont pas pouvoir s'adapter en un an, en 2 ans. La nature a ses rythmes qui ne sont pas celui du législateur. Oui, mais la recherche va trouver des solutions. Oui, mais la recherche, elle a ses rythmes qui sont encore plus lents que celui de l'agriculteur. On a donc une vraie contradiction permanente entre le souhait d'intervenir extraordinairement rapidement pour sauver l'environnement, sans lier forcément la décision que l'on prend à ce qui va se passer sur le terrain en termes de capacité de produire, et en demandant à la recherche de trouver des solutions de manière à supprimer ce gap de temps qu'il y a entre la décision politique et la capacité de faire sur le terrain. Et donc, dans tout ce débat qu'on a sur protéger l'environnement, mais continuer à produire, mais comme le système dont je parlais tout à l'heure est extraordinairement complexe, ben ça ne fonctionne pas. Et ceci entraîne des conflits qui sortent du conflit de la discussion technique, de la discussion scientifique, qui vise au savoir-faire et au pouvoir-faire, se transforme en une discussion idéologique qui est totalement stérile. Donc, moi, je ne crois pas du tout que le fait de vouloir produire durablement s'oppose à terme à la production de quantités suffisantes, parce qu'on trouvera progressivement des solutions, on saura s'adapter. L'agriculture, c'est approvisionner la nature au profit des consommateurs. C'est ça l'agriculture. Il s'agit d'apprivoiser la nature. Et apprivoiser, ça prend du temps. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, ce débat, il faut le remettre à son niveau en évitant des oukases et en laissant, comme disait un ancien président de notre République, du temps au temps. Hein, il faut laisser du temps au temps. On ne résout pas les problèmes de la nature du jour au lendemain. Hein, et ça, c'est au cœur de la question que l'on ouvre lorsqu'on oppose souveraineté et production en quantité suffisante et sauvegarde de la nature. Donc, c'est une discussion c'est un apport plus philosophique, si vous me permettez, que technique que j'aborde, mais il me semble au vrai cœur du débat. Qui, d'une manière générale, en effet, est posée entre la politique et l'action publique. Edgar Morin dit « Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive », c'est en effet ce décalage de temps des différents acteurs, et c'est un sujet qui a aussi son impact géopolitique entre les démocraties et les régimes autoritaires, où nous n'avons pas les uns et les autres les mêmes lignes de temps, et c'est un sujet très important qu'il faut essayer de maîtriser, parce que ce décalage des temps nous donne quelquefois, au fond, de l'impuissance quand on voit le temps que nous mettons à bâtir un certain nombre de choses. Mais cela dit, ça fait partie aussi de nos identités, y compris politiques. La démocratie, elle prend plus de temps, elle a besoin de plus de temps que ne peuvent avoir les régimes autoritaires. Et on voit bien là, votre exemple sur l'agriculture et le glyphosate, c'est quand même extraordinairement intéressant de voir que finalement, entre le politique et la recherche, il y a toute une série de temps qui ont des mesures bien différentes. Je voudrais rajouter juste un point très rapidement. Très rapidement. Oui. Quand j'entends certains partis politiques dire qu'il faut revenir à la nature telle qu'elle était avant, ça n'a strictement aucun sens. Est-ce qu'il faut retrouver la nature du temps des défricheurs du Moyen-Âge? Est-ce qu'il faut revenir à la nature du temps des Gaulois? Est-ce qu'il faut revenir à la nature du temps de Louis XIV? Non, il ne faut pas retrouver la nature d'autrefois. Il faut respecter la nature. Et c'est une vision écologique totalement différente de celle qu'on entend parfois aujourd'hui, que je ne partage pas du tout. Il ne s'agit pas de revenir à une nature d'avant, il s'agit de respecter la nature telle qu'elle est pour qu'il continue à y avoir une bonne cohabitation entre l'homme et la nature dans laquelle il vit. Mais, monsieur Veilleux, on va retenir votre définition de l'agriculture, qui est d'apprivoiser la nature, qui est au fond, dans le fait d'apprivoiser, il y a la notion de respect, qui est pas très, très important. Alors, monsieur Walboudre, notamment dans les questions qui sont posées, vous avez démontré que dans la souveraineté, il fallait quand même des coopérations, qu'on ne pouvait pas agir seul. Et donc se pose le choix des alliés, en fond.
Et donc, c'est cette question que comment s'articuler aujourd'hui, notamment entre les exigences d'avoir des alliés européens, mais aussi, naturellement, comment se bâtissent les partenariats à l'extérieur de l'Europe. Donc, comment articuler, et finalement, la souveraineté, ça peut aussi être la liberté du choix. Oui, bien sûr, et c'est vrai que l'Europe a une position un peu unique, hein, et étant donné qu'entre les États-Unis et la Chine, où il y a effectivement une bataille forte qui est engagée, on voit bien que toute cette supply chain, nous, Soitec, par exemple, nous l'avons vu évoluer toute l'année 2020. On a vu effectivement, notamment dans la téléphonie, où nous avons une vision mondiale de ce qui se passe sur le marché, on a vu des supply chains changer, se transformer. Les Chinois ont abandonné des partenaires plus américains pour aller vers des partenaires japonais et des partenaires européens. On a vu se transformer cette supply chain. Donc, ces alliances et ces partenariats sont de toute façon une obligation. Et nous avons en Europe une position qui est assez unique parce que nous pouvons très facilement travailler avec des partenaires américains et avec des partenaires asiatiques. La complexité aussi, c'est que quelque part, plus de 50% du semi-conducteur est fabriqué aujourd'hui en Chine et plus de 50% des systèmes sont vendus en Chine, sont consommés en Chine. Donc, ce marché chinois, il a une importance. Il a une importance pour les Américains, il a une importance pour les Européens. Donc, imaginez un monde sans partenariat ou avec une grande frontière au milieu de tous ces grands blocs, ce n'est pas possible dans notre industrie. Il faut justement avoir cette agilité pour pouvoir garder, conserver, construire ces partenariats avec intelligence. Donc, dans tout partenariat, il faut une certaine force. Et cette force, c'est ce que j'appelle ce fameux leadership technologique. On a besoin, et dans vos questions, vous aviez effectivement cette remarque, on a tous besoin des uns des autres. Oui, dans cette supply chain, nous avons besoin des uns des autres et nous avons besoin d'être forts sur ce qu'est notre corps, notre compétence. Et il faut qu'on soit dans nos domaines de compétences, il faut que les entreprises françaises, les entreprises européennes soient des leaders mondiaux dans leur domaine de compétences. Et ils feront partie, et on fait partie à ce moment-là intégrante de cette supply chain. Elle peut bouger, mais les compétences qui seront les nôtres seront des compétences qui seront valorisées à la fois par les entreprises américaines et le monde américain, et de la même façon avec la Chine et le monde asiatique. Donc, c'est une supply chain de compétences. Parce que vous ne souhaitez pas que votre automobile ou votre smartphone ou votre tablette soit moins performante que celle que votre voisin va acheter. Vous voulez le même niveau de performance. Donc, on est une supply chain qui est vraiment orientée performance. Je pense que nous avons, encore une fois, la chance en Europe de prendre un méga trend très au sérieux. Et ce méga trend très au sérieux, Monsieur Raffarin, c'est celui que vous avez dit, je pense, étonnamment que les accords de Paris vont donner une plateforme où les entreprises comme les nôtres doivent se retrouver. Nous le voyons, nous sommes une entreprise cotée. Tout ce qui est autour de l'ESG, autour du green, autour de la façon dont nous-mêmes nous allons, en termes d'entreprise, prendre en considération tous ces éléments qui nous entourent autour de la planète, je pense que nous avons là aussi une chance de devenir un leader dans le monde. Et il faut vraiment prendre cette ouverture et embarquer l'ensemble des technologies, embarquer les partenariats autour de cet axe qui nous regroupe tous. Merci beaucoup à nos deux orateurs, à Paul Boude et à Pierre Feuillet, qui nous ont donné là une manifestation ce matin de ce que peut être l'intelligence conjuguée avec l'expertise sur un certain nombre de défis qui nous sont posés. Et il y a beaucoup de choses à retenir. Je pense que notre fondation va jardiner nos échanges pour en tirer toute la fertilité agricole que nous pouvons en tirer, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes. Je voudrais dire rapidement, et en conclusion, pour respecter nos délais, que vous avez posé l'un et l'autre. D'abord, je crois ce qui est très important, la question de l'ambition, c'est-à-dire la question des projets. Et je vois que aussi bien vous-même, M. Paldou, qui disent qu'il faut redéfinir l'ambition et qui pose des questions assez fortes, par exemple, avoir ce leadership
sur les accords de Paris. Au fond, derrière tout ça, il y a une très belle idée politique, c'est après le consensus de Washington, le consensus de Paris. Et essayer de nous placer, puisque les circonstances nous ont placés au cœur de cette réflexion, de nous placer en leader et donc d'avoir une force capacité après, ne serait-ce que pour bâtir un leadership et pouvoir le développer. C'est une question d'ambition. Tout comme le disait Monsieur Feillet sur le temps et cette vision-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure un certain nombre de réflexions stratégiques, parce qu'on voit bien que notre modèle aujourd'hui, global, souffre naturellement de cet immédiat et de cet alignement des temps qui est en fait une utopie. Et donc, il faut que le temps de la recherche, le temps de l'agriculture, le temps puisse être reconnu et puisse être maîtrisé. Et puis, il y a cette lucidité qu'il faut essayer d'avoir. Monsieur Feillet dit à un moment une phrase qui doit nous marquer les uns les autres, qui ne sommes pas plongés dans le numérique tous les jours, mais le poids du numérique est équivalent au poids de la santé ou de l'alimentation. Ce qui va se passer, il faut qu'on prenne cette conscience-là, que les importances dans notre société, dans notre culture vont évoluer et que le numérique est en train de prendre une place pour laquelle il nous faut une plus grande lucidité, sans doute. Tout ça est question donc de l'ambition et on voit bien que cette nécessité-là, elle est forte, y compris quand on parle de souveraineté et éventuellement des valeurs. Ensuite, ce qui est très important aussi, je crois, c'est ce que vous avez développé d'ailleurs, c'est d'être capable d'avoir des projets et d'avoir des projets, comme vous le disiez à l'instant, sur nos forces et qu'on puisse essayer de bâtir un certain nombre de leadership. C'est vrai que les fruits et légumes, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas une force. Enfin, on connaît les raisons aujourd'hui dans lesquelles on est dans cette situation, mais il est évident que là, on est sur un projet qui peut être un projet de souveraineté nationale, qui est certes en compétition avec d'autres, qui certes doit être conforme à nos exigences de Green Deal, mais il est clair que nous avons là une approche qui peut nous aider en termes de souveraineté et que si on veut avancer, il faut sortir des projets. Et je remercie Pierre Feillet qui nous donne toute une série, une sorte de catalogue de propositions. On voit là l'académicien proposant, parce que des choses comme le rapprochement OMC-FAO, ça vaut la peine en effet d'y travailler de manière très approfondie. C'est difficile, c'est complexe, mais on voit bien qu'il y a une perspective intelligente dans ce rapprochement, tout comme l'Agence internationale du numérique dont il a été tout à l'heure question. Et je pense que il nous faut aussi, sur des questions comme le stock stratégique, comme ce blocage idéologique que nous avons à propos des semences, enfin, il y a toute une série de sujets qui ont été posés, qui sont des sujets sur lesquels nous pouvons essayer de pousser les idées comme quoi, dans la souveraineté nationale, il ne faut pas seulement aujourd'hui des discours ou de réflexion, mais il faut aussi s'atteler à des projets dont le périmètre peut être un peu plus limité, ce qui nous donne une chance de pouvoir agir. Mais tout ça, je pense que l'un et l'autre, vous êtes convaincus de cela, vous l'avez dit, qu'au fond, la souveraineté n'est pas une fermeture. C'était dans le début de vos propos d'une part pour M. Feillet et dans la conclusion de M. Boudre, c'est qu'au fond, il faut avoir un certain nombre d'alliés, de coopération et qu'on ne peut pas réussir seul. Donc, il faut articuler souveraineté et coopération et peut-être que la souveraineté aussi, c'est le choix de pouvoir choisir ces capacités de partenariat. Donc, on peut, à condition là qu'on maîtrise bien la donne politique, parce qu'on voit bien aujourd'hui que on va du côté américain, ça a déjà commencé, comme du côté chinois, on va nous demander de les choisir comme partenaires. Et les États-Unis font campagne régulièrement pour qu'on fasse la 5G avec eux, et les Chinois voudraient qu'on fasse la 5G avec eux. Et donc, on voit bien que la pression politique va nous pousser à un certain nombre de choix. Donc, il faut là une bonne confrontation entre l'intérêt scientifique et économique d'un côté, l'intérêt politique de l'autre, qui n'est pas forcément toujours superposable, on dirait, en géométrie. Et donc là, il faut qu'on voit bien qu'il y a besoin de discuter. Je me réjouis de ce que me disait Paul Poudre, qui disait que vous aviez des contacts réguliers avec Thierry Breton, parce qu'il est très, très important que la politique, surtout en période de guerre froide, ne domine pas l'économie. Le président de la FEP disait récemment qu'il faut considérer le marché chinois comme un marché impératif. Mais pour les entreprises françaises qui veulent être mondiales, le marché chinois est impératif. Mais le marché américain est aussi impératif.
et qu'il ne faut pas demander aux entreprises qui veulent être mondiales de choisir. Elles peuvent être sur les deux. Et donc, si on se met dans une impasse politique qui nous oblige à choisir, on voit bien que là, il y aura contradiction entre le politique et d'une certaine manière, la coopération et le développement. Donc, je pense que autour de ces logiques d'ambition, de projet, mais aussi d'alliance, on voit qu'on peut bâtir une structure de souveraineté et on va essayer de poursuivre notre réflexion. En tout cas, je remercie nos deux orateurs, Paul Boudre et Pierre Feillet, et je voudrais remercier Serge de Gallet et l'ensemble des services de la Fondation, et puis chacune et chacun d'entre vous qui avez participé à ce débat, qui a beaucoup de contenu, qui structure bien notre pensée sur ces sujets, et vous verrez que nous allons faire bon usage de toutes ces réflexions, puisque nous continuons à travailler sur ces questions, et en lisant Shérif 21, vous aurez plus d'informations encore, mais en lisant Shérif 22 l'année prochaine, vous verrez ce que nous avons fait d'utile avec ces idées de nos amis que je remercie très, très sincèrement pour principalement la qualité de leur intervention. Et je suis très heureux que la Fondation ait pu permettre cette avancée de la pensée en ce qui concerne la souveraineté. Merci à tous et à bientôt.